Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le 26 juin dernier, au sortir d'un avion qui m'avait emmené vers un rendez-vous quelque part en Afrique, alors que je venais de me connecter au Wi-Fi de l'aéroport en attente du contrôle des passeports, le premier message qui s'est affiché sur l'écran de mon téléphone était celui de Juan Branco. Bonjour Nathalie. Kémy vient de m'apprendre. Je suis à votre disposition. Juan Branco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un avocat admirable, brillant et engagé, qui défend avec passion et talent des causes et des gens qui souvent nous sont proches. Les Gilets jaunes, Julian Assange, mon sang, Kémy Séba. C'est d'ailleurs pour le punir d'avoir défendu ce dernier que la mafia étatique française va tenter de lui retirer sa robe d'avocat le 15 octobre prochain. Ayant été dans un avion pendant presque 6 heures, coupé de toute information, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Kémy lui avait dit et pourquoi il se tenait à ma disposition. J'ai donc rapidement tapé mon nom dans Google et constaté que le Conseil de l'Union européenne m'avait sanctionné par la décision 2025-1279, modifiant la décision 2643 du train de sanctions 2024 relatif, je cite, aux activités déstabilisatrices menées par la Russie. Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu. Moi, citoyenne, défenseur de la souveraineté africaine, j'ai été sanctionnée dans le cadre de palabres de blanc sur fond de conflit OTAN-Russie en Ukraine, au milieu de l'Europe, là-bas, chez les nazis. L'Union européenne sanctionne une influenceuse suisse-camerounaise, Nathalie Yamb, pour ses prises de position pro-russes. Cette activiste résidant en Suisse se voit interdite d'entrer sur le territoire des 27 et ses avoirs dans l'Union européenne gelés. Qu'est-ce qui justifie au fond une telle décision, Malika Nadir ? Alors le Conseil de l'Union européenne reproche à Nathalie Yamb de soutenir ouvertement la Russie depuis 2019 en prenant notamment pour cible la France et l'Occident dans le but de les évincer du continent africain, des positions pro-russes qui menacent la démocratie ou la sécurité de l'Union européenne en recourant à la manipulation de l'information. C'est ce qu'on peut lire dans le journal officiel de l'Union européenne. Nathalie Yamb rejoint la liste des personnes physiques ou morales sanctionnées par l'Union européenne en raison de leurs activités déstabilisatrices menées par la Russie. Précisons que l'influenceuse était déjà interdite de territoire en France pour ses propos virulents contre la présence française en Afrique. En 2003, une enquête du magazine Temps Présent dressait le portrait de cette binationale suisse et camerounaise qui compte plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux, très populaire en Afrique francophone pour ses discours panafricains, appelant à chasser la France du continent. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez noter quelque chose d'extrêmement important. Mon cas constitue une exception sans précédent dans l'histoire des régimes de sanctions institués par l'Union européenne depuis sa création en 1993. Je suis la seule et unique personne sanctionnée isolément et sans qu'aucune entité ne soit ajoutée simultanément. Ça n'a jamais eu lieu, ni avant ni après. Ni avant dans les sanctions appliquées contre l'Iran, la Syrie, le Guatemala, la Biélorussie, la Russie, le Zaïre, la RDC, la Libye, le Centrafrique, le Mali, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, etc. Ni dans le cadre du régime mondial des sanctions en matière de droits de l'homme ou de lutte contre le terrorisme international. Jamais les gens-là se sont réunis à 27 pour sanctionner un singleton comme ils l'ont fait avec moi le 26 juin dernier. Jamais. Et même après moi, jamais. Parce que derrière moi, le 15 juillet, les Totolas se sont encore réunis pour sanctionner plusieurs gens et entités dans le cadre du conflit en Ukraine, ainsi que des situations en Haïti, en Moldavie et que sais-je. Plusieurs, mais pas un, comme avec moi. Et tenez-vous bien, les individus qu'on sanctionne, ce sont soit de gros industriels, soit des militaires, des magistrats, des gouvernants, des agents de renseignement, des patrons de presse, des chefs de gang, des tueurs. Et au milieu de tout ça, il y a moi. Et, Adjobasson, respectez-moi. Respectez-moi fort. Je pense que moi-même souvent, je me néglige parce que visiblement, les dirigeants européens ont peur de moi plus que de quiconque. Alors la vraie question est de savoir pourquoi je les effraie autant.
On va revenir répondre à cela, mais avant toute chose, il faut que vous sachiez que les sanctions qui m'ont été appliquées découlent d'un mécanisme politique et non judiciaire. Sur demande de la France, la haute représentante qui, dans le jargon bruxellois, équivaut au ministre des Affaires étrangères, la dénommée Kaja Kallas, qui est l'ex-première ministre estonienne, a proposé, au nom de la Commission, de me sanctionner. Des groupes de travail sur les relations extérieures, sur l'Afrique, sur les armes, ont examiné techniquement le dossier avant de l'envoyer au COREPER 2, le comité des représentants permanents, composé des 27 ambassadeurs des États membres accrédités à l'UE, qui ont validé politiquement la sanction. Le 26 juin, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres, le ramassis de fragiles que vous voyez défiler dans toute leur laideur à l'écran, se sont réunis pour adopter à l'unanimité les sanctions contre moi et uniquement moi, qui consistent, premièrement, en une interdiction d'entrée et de transit sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Deuxièmement, en une saisie de mes avoirs sur le territoire de l'Union européenne. Et troisièmement, en une interdiction de me fournir directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques. La décision a immédiatement été inscrite au journal officiel de l'Union européenne et est donc entrée en vigueur dans la foulée. Elle a par la suite été transmise pour information aux députés du Parlement européen à Strasbourg. Waouh! Tout ça, pourquoi? Eh bien, pour m'empêcher d'exprimer mes opinions. On ne me reproche pas d'avoir pris des armes, on ne me reproche pas d'avoir tué quelqu'un, d'avoir fomenté des attentats ou des coups d'État, ou même d'avoir commis un génocide ou affamé des millions de personnes, comme certains l'ont fait allègrement avec le soutien de l'Union européenne. Non. On me reproche d'avoir utilisé ma bouche et mon cerveau pour, je cite la décision publiée dans le journal officiel de l'UE, pour évincer la France et l'Occident du continent africain. Fin de citation. Mais quel crime! Non mais vous imaginez, comment puis-je oser vouloir que l'Occident, qui nous a esclavagisés, torturés, massacrés, violés, pillés, colonisés, dénigrés, infantilisés, ridiculisés, diffamés, divisés, appauvris, comment puis-je avoir l'audace de réclamer que cet Occident malfaiteur et criminel quitte notre Afrique et reste là-bas chez eux dans leur jardin, parce que c'est ainsi que le prédécesseur de Kaja Kallas, l'ex-haut représentant de l'UE, Josep Borrell, avait qualifié leur continent, il n'y a pas si longtemps de cela, nous décrivant, nous, Africains, comme la jungle. On dit que mes mots à moi, petite femme noire d'1,63 m, sont dangereux pour la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité de 27 pays européens, dont les 3/4 me sont totalement inconnus. Parce que sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande, de Malte, de la Slovénie, de la Slovaquie, de l'Estonie, etc. Qui les connaît? Eux, c'est qui? Eux, c'est quoi? Donc pour l'UE, je dois m'exprimer d'une façon qui leur convient, alors que nous, Africains, on subit leur façon de s'exprimer depuis toujours. Quand ils disent qu'ils sont venus pour nous civiliser et nous parlent des belles heures de la colonisation, ça nous humilie. Quand je me rends d'Afrique, souvent, on me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture africaine, et qui assume le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Quand ils viennent dans nos universités nous dire qu'on n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire, ça nous énerve. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Quand ils viennent nous dire que la France n'a jamais commis de massacre au Cameroun, ça nous scandalise. Alors sur le premier sujet, je dénie absolument que des forces françaises aient participé en quoi que ce soit à des assassinats au Cameroun. Tout cela, c'est de la pure invention. Et naturellement, lorsque je parlais de scories, ce n'est pas à ça que je pensais.
Quand ils affirment que le Mali, c'est la frontière sud de la France, ça nous irrite. On est en train de s'enliser quand même au Mali. On est en train de se sécuriser. Sécuriser. C'est notre frontière sud. Quand ils disent que nous sommes une jungle, que eux, les jardiniers, ont le devoir de venir mater, ça nous vexe. Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the world will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. Quand ils déclarent qu'ils vont venir nous recoloniser militairement et que l'Afrique a besoin d'eux, alors que la jeunesse africaine crie partout « France dégage, Europe dégage », ça nous révolte. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Quand ils affirment que nous sommes des agents pro-russes payés par Poutine ou Prigojine, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas l'ombre du début du commencement d'une preuve pour corroborer leurs allégations mensongères, dénigrantes et racistes, ça nous frustre. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner? Non, je n'ai pas de preuve de lien direct, mais je constate que les éléments de langage sont souvent très similaires de ceux qu'on peut trouver sur d'autres comptes ou sur les positions officielles de la Russie. On peut ressortir des milliers de choses qu'ils ont dites et qui nous froissent, qui nous fâchent, qui nous vexent, qui nous frustrent depuis des siècles. Et ce n'est pas pour autant que nous les avons sanctionnés. La frustration n'est pas un élément qui peut empêcher les autres de s'exprimer. Nulle part et surtout pas chez eux. Car c'est bien dans leur propre texte fondateur qu'ils ont inscrit cela. Jetons un coup d'œil à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la liberté d'expression et d'information. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir